ce qui fait en sorte que je me décide aujourd'hui de parler de cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a tellement brisée. Je cherchais un travail et partout je demandais des stages professionnels, donc il y avait toujours des conditions et tout. Malheureusement, comme mon chef me courtisait, mais je refusais toujours, il me courtisait. Mais moi, j'étais catégorique. Je me disais que je ne dois pas salir mes mains à cause d'un travail. Je me contentais de travailler sans salaire et j'attendais que ces projets soient financés pour que je puisse commencer à toucher quelque chose. Le projet a été financé. Et puis, mon chef m'avait dit, si je veux vraiment aller travailler, je dois coucher avec lui. Si je ne couche pas avec lui, c'est à quoi couler, c'est à battre baigner, batatoumi, comme les projets. Dans le silence des bureaux, loin des regards, une violence insidieuse s'installe. La sextorsion. Cette forme de corruption sexuelle prend racine dans un rapport de pouvoir inégal où la femme subit des pressions sexuelles en échange d'une opportunité, d'une promotion ou simplement de la préservation de son emploi. À chaque fois qu'on était avec lui, donc il avait toujours tendance à me toucher, vouloir parler avec moi, oui, même si on est dans une réunion. Donc, il est toujours collé sur moi. Alors, moi, je n'aimais pas ça. J'avais besoin d'un travail, mais je me sentais découragée. Je n'avais plus le courage de quitter ma maison pour aller travailler parce que c'était dans un village. Alors, je n'étais plus motivée à cause de sa présence là-bas. Faïda, 25 ans, cette jeune femme a été victime de la sextorsion de la part du responsable des ressources humaines dans une organisation locale. Malgré ses compétences, son recruteur l'a exigé un rapport sexuel. Le refus de se soumettre est passé non sans conséquence. Aujourd'hui, Faïda se bat contre ses inquiétudes. J'avais pris la décision de ne pas signer ce contrat. Je n'étais pas prête de coucher avec lui pour un travail. L'histoire de Faïda n'est pas un cas isolé. Plusieurs femmes et filles sont victimes de ces actes qui ne se limitent pas seulement à des avances déplacées. L'agresseur utilise souvent la hiérarchie, le pouvoir ou la menace de ruiner une carrière pour exercer son emprise. Quand il m'appelait, il me disait que j'étais une grande fille et que l'on pouvait gérer comme des adultes. Nous pouvons faire quelque chose en toute discrétion. Nous pouvons coucher avec lui et je ne dois pas aimer la facilité. Je ne dois pas croire que toutes ces filles qui travaillent dans les ONG sont compétentes et que le facteur sexe intervient pour qu'elles soient embauchées. Si pour le premier cas, le refus a été catégorique, pour Binja, il n'y avait pas d'autre choix. Sa vie a basculé à la mort de son mari. Contrainte d'élever seule ses 6 enfants, Binja a décidé de travailler dans les carrés miniers comme transporteuse du sable et des pierres contenant de la cassitérite. C'est ici qu'elle rencontre presque chaque jour ses bourreaux. Je suis transporteuse. C'est ça mon travail. Mais ce qui m'étonne et me fait pitié, c'est le fait que nous soyons méprisés. Si je suis ici, c'est parce que je cherche de la nourriture pour mes enfants. Mais les créateurs exigent d'abord le sexe avant de me donner du travail. Alors je me demande si je suis venue pour porter les fardeaux ou pour me prostituer. En tout cas, les porteuses sont méprisées. Si tu n'es pas d'accord, tu n'auras pas de travail. Et si tu insistes, il va te laisser travailler et te libérer tard dans la soirée au risque d'être violé. Je vais savoir. Il t'est déjà arrivé qu'un créateur te dise « Si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas du travail ?»
Pas une seule fois. Non, pas une seule fois. Il y a même celui qui a refusé de me payer. Jusqu'aujourd'hui, il a refusé de payer mon argent. C'est grâce à ce travail que mes enfants ont grandi. Et là, tu ne me diras pas que c'est une ou deux fois que cela m'est arrivé. Donc c'est plusieurs fois? Il le dit souvent, et pas seulement à moi. Il t'est arrivé d'accepter et avoir du travail? Oui, il m'est arrivé d'accepter. Mon mari est déjà décédé et mes enfants sont restés 3 jours sans manger. Ma maison sointait aussi. Quand je me suis retrouvée face à cette situation, j'ai été obligée d'accepter. Mais il ne m'a même pas donné tout mon argent. La pression psychologique est énorme, générant stress post-traumatique, dépression et dans certains cas, des tentatives de suicide. La sextorsion produit des effets néfastes sur la santé mentale de quelqu'un. Par exemple, la sidération mentale. L'individu sera là en train de se culpabiliser, en train de se demander pourquoi je suis tombé victime, est-ce que c'est par imprudence, est-ce que c'est par ignorance. Donc, sur le plan psychologique, nous pouvons retenir que la sextorsion déshumanise, la sextorsion traumatise. Une fille sextorquée à l'école, cela peut avoir des conséquences néfastes qu'une fille soit dégoûtée des études et abandonne. Sur le plan professionnel, on vous conditionne, il y a une promotion qu'on va attribuer à 3 agents. Maintenant, pour y accéder, il faut céder. Alors, si la femme ou l'homme est bien éduqué, il peut refuser et dire qu'il est autant mieux que je manque le travail au lieu de céder au pied de la sextorsion. Même au niveau familial, la sextorsion peut se produire. Vous avez un cousin qui est à la maison et vous dit, bon, je peux vous payer les frais académiques quand tu viens d'obtenir les diplômes, mais si tu acceptes de céder, et la fille dit, non, autant mieux je reste au niveau des diplômes d'État que d'aller à l'université pour avoir cédé mon corps en échange avec la bourse, si je peux appeler comme ça. À ce moment-là, dans ta tête, comment tu t'es senti? Quelle a été la conséquence? J'avais des maux de tête. Ma tension n'était pas stable. Quand je pense à ça, je me sens mal à l'aise. Mais j'étais obligée, puisque ça faisait 3 jours que j'y allais, mais je rentrais bredouille. Quand j'ai vu mes enfants trembler de froid et qui n'avaient rien mis dans la bouche, j'étais obligée d'accepter. Il devrait me payer 5 000 francs congolais, mais il ne m'a donné que 2 000 francs. Les conséquences sont pourtant légion. Malheureusement, les victimes, majoritairement jeunes, n'osent pas dénoncer. La honte, la peur d'être stigmatisé ou incriminé, ainsi que l'absence de confiance dans les institutions, les enferment dans un isolement complet. Ces styles de silence protègent les agresseurs et favorisent la multiplication de ces violences. Je n'avais pas dénoncé, premièrement parce que je n'avais pas de preuves palpables, mais aussi je me dis que la justice en RDC s'est corrompue. Je ne voyais pas les gens qui pouvaient m'aider en cela, étant donné que les enseignants sont des autorités, sont des supérieurs, il n'y a personne pour les inquiéter. Jeannette, alors étudiante, tombe dans les pièges d'un de ses professeurs. C'est dans un hôtel que les profs préfèrent répondre aux recours de ses étudiants. Nous avons, chez les examens de deuxième session, après la proclamation, nous avons passé les examens de deuxième session. Après la proclamation, nous nous sommes retrouvés quelques étudiants qui étaient ajournés. Nous sommes allés voir l'enseignant pour le recours. Il nous donnera un rendez-vous à l'hôtel.
Il a voulu discuter en aparté avec chacun de nous. J'étais la seule fille du groupe. Il a commencé avec les garçons. Il m'a reçue en dernier tardivement. Il m'a proposé d'entrer dans sa chambre, puis a voulu coucher avec moi. Quand j'ai refusé, il m'a déclaré ouvertement que je vais échouer à son cours. À la proclamation, effectivement, j'ai échoué. Tu voulais me connaître. Et donc, comment si je refusais, Akani déclarait effectivement que je vais échouer. C'est comme cela qu'on Je n'ai pas vu un groupe qui pouvait aider les gens. Voilà comment je me suis enfermée sur moi-même. Et même si j'ai dénoncé, personne ne pouvait me venir en aide. Je serais toujours perdante. Même si je dénonce, cet enseignant ne va rien le faire. Et au contraire, c'est moi qui serai toujours perdante. Plusieurs facteurs peuvent faire à ce que les victimes ne dénoncent pas. Il y a plusieurs facteurs, dont ce manque de confiance à l'égard des instances judiciaires. Ça, c'est seulement un facteur. Mais il y a plusieurs facteurs. Par exemple, les victimes peuvent avoir la honte de dénoncer ou d'être stigmatisées ou des représailles. Il y a plusieurs facteurs. Mais ça, c'est quand même un facteur aussi qui doit être pris en compte. Parce que quand on ne sait pas quelle voie on va suivre, comment on va y aller, on a toujours peur, on a des hésitations. Mais s'il y a des mécanismes clairs qui sont prévus par la loi, ça peut être l'un des moyens pour faciliter aux victimes d'atteindre la justice et de dénoncer. Victime silencieuse, Ange a enduré l'inexprimable. Prise au piège d'un système où le silence est la condition de survie, elle a choisi de briser ses cercles vicieux. Elle a rassemblé son courage, défié la peur et décidé de dénoncer ses abus. J'étais tellement déçue. Je ne pouvais plus postuler au sein des ONG. Je me disais que si je postule, on va m'exiger du sexe. J'ai dénoncé, puisque j'avais déjà rassemblé 5 SMS avec des preuves bien capturées, son mail privé et des messages normaux. J'étais obligée d'appeler les numéros verts. J'ai pu appeler ces numéros et exprimer ma plainte. Puis, ils nous ont appelés et nous ont fait asseoir avec sa hiérarchie. Il voulait nier les faits, mais c'était difficile pour lui, du fait qu'ils ont vu son numéro, son adresse mail et tout. Ils ont été convaincus. Poussé par son engagement de promouvoir le droit des femmes et des jeunes filles en luttant contre les inégalités et les violences de toutes formes, en 2023, une recherche sur la pratique de la sextorsion a été menée par l'association de femmes de médias AFEM avec le soutien de Kivina Tulkivina et de l'agence suédoise de développement international. Sur les 320 femmes et filles des différents secteurs qui ont participé à l'étude, 69,1% indiquent avoir subi des actes de sextorsion. Selon cette étude que AFEM a menée en 2023 dans les écoles, dans les universités et en milieu professionnel, l'étude a constaté qu'il y a plusieurs manifestations. La grande manifestation, ce sont des propositions sexuelles. C'est que les hommes, il y en a qui sont vraiment directs, qui proposent directement le sexe aux femmes avant de leur donner un avantage quelconque ou même d'accéder à leurs droits. Et d'autres manifestations, ce sont des chantages. Il y a des hommes qui font maintenant des chantages lorsqu'une femme refuse et les hommes la font des chantages. On a eu beaucoup de cas de chantage. D'autres manifestations, ça passe par des blagues. Alors, d'autres manifestations, ça passe par les mépris. Il y a un homme qui va commencer à mépriser une femme tout simplement parce que la femme a refusé de céder aux avances. D'autres manifestations, c'est des punitions injustes. C'est dans les écoles.
où les enseignants, lorsqu'elle a déjà visé une fille, une élève, commencent à lui faire des punitions qui sont injustes ou des accusations injustes ou même des cotations injustes. Étudiantes en situation de précarité, conditions de vie difficiles dans les ménages, insuffisance ou absence de salaire, abus de pouvoir et autorité, la perception des femmes comme étant moins dignes et subordonnées aux hommes, autant de facteurs qui favorisent la sextorsion et sa cohorte des conséquences. La grande conséquence, c'est l'abandon. Que ce soit à l'école, les élèves abandonnent les études. Ou ils peuvent changer Il y en a qui changent d'école, mais beaucoup abandonnent. Que ce soit à l'université aussi. Que ce soit dans le monde professionnel, beaucoup de femmes abandonnent les postes parce qu'ils disent si c'est ça la vie professionnelle, alors j'abandonne. Dès lors que la femme ou l'étudiant qui a postulé constate qu'on ne recrute pas sur base de compétences, sur base d'intelligence, mais c'est sur des facteurs subjectifs et immoraux, le mental est affecté. Et peut dire à quoi bon passer 5 ans à l'université, à quoi bon de maîtriser mon domaine, mais aussi elle souffrira des sentiments de honte. Parce que ses collègues, si une fois ils découvraient que c'était le moyen d'accéder à ces postes, elle sera déshonorée. C'est ce que je dis sur le plan psychologique, la sextorsion déshumanise, la sextorsion traumatise. Si le rapport ne mentionne aucun cas porté devant la justice, les forces de l'ordre non plus n'ont jamais été saisies. Mais cela ne signifie pas que les victimes n'existent pas. Dénoncer reste la première voie de recours pour stopper la sextorsion. Aussitôt qu'une personne se sent lésée par ces faits-là, l'article 258 prévoit que toute personne qui est lésée par un fait a le droit de demander réparation. Et donc, elle demandera les dommages et intérêts en termes de réparation des préjudices qui lui seront causés du fait de la sextorsion. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et avant de sanctionner, il faut d'abord incriminer. Il faut incriminer clairement ces faits-là pour prévoir une sanction. Dans le but de lutter contre la sextorsion sous toutes ses formes, AFEM recommande l'introduction des cadres juridiques criminalisant explicitement la sextorsion en tant que forme de corruption sexuelle, d'améliorer l'application de lois relatives au harcèlement sexuel et à la corruption pour inclure les dynamiques spécifiques de la sextorsion, facilitant ainsi la poursuite des contrevenants. Veiller à ce que les victimes de sextorsion aient un accès à une aide juridique et à des services de protection. Ce serait mieux qu'il y ait également la loi pénale qui va reconnaître la sextorsion et qui va sanctionner, ce qui va prouver l'engagement des pouvoirs publics à lutter et à prévenir la sextorsion, mais aussi son engagement à protéger les victimes. La deuxième recommandation, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, je vois la famille, je vois les écoles, les universités, les églises, les organisations nationales, internationales et locales, sans oublier les médias, et en commençant par Mama Radio. Donc, toutes les parties prenantes, en tout cas, devront s'impliquer pour lutter contre ces fléaux qui détruisent la société. Je ne voudrais pas oublier qu'il faille aussi intensifier la campagne de sensibilisation parce que beaucoup ne savent pas que ce fléau est en train de détruire et beaucoup de victimes s'ignorent, mais également beaucoup ne savent pas comment se protéger.